C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, silence électoral en Angola. 14 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire de nouveaux députés et choisir un président. Et vous allez voir qu'à la veille du scrutin, c'est la fraude qui inquiète. L'opposition se mobilise. Nous serons avec notre envoyé spécial à Luanda dans ce journal. Nous irons dans cette édition sillonner les routes du Niger, plus particulièrement l'axe qui mène vers le Nigeria. Des routes dégradées et dangereuses. Vous verrez qu'elles sont désertes en raison de l'insécurité au Niger et au Nigeria en proie aux attaques de Boko Haram. Reportage à suivre. Enfin, nous parlerons de la mangue d'Égypte. Elle est la star de la ville d'Ismaïlia. Les autorités égyptiennes ont décidé de lui consacrer un festival. Le fruit a subi de plein fouet la sécheresse et les producteurs espèrent obtenir de nouveaux investissements grâce à cet événement. 14 millions d'électeurs sont invités à se rendre aux urnes ce mercredi en Angola. Ils devront choisir des députés et un président. À la veille du scrutin, c'est la crainte de la fraude qui domine, mais l'opposition et certaines associations de la société civile se mobilisent et appellent à un contrôle citoyen du processus électoral. Les précisions à Luanda de notre envoyé spécial Clément Bonneroux. Pour l'opposition et une partie de la société civile angolaise, le risque de fraude électorale est bien réel. Pour la première fois cette année, le calcul des résultats sera centralisé au niveau de la Commission nationale électorale, la CNE, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune compilation des résultats au niveau municipal et provincial. Autre sujet d'inquiétude, le fichier électoral. Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé la présence sur ce fichier de 2 millions d'électeurs décédés. Pour garantir un processus plus transparent, Moudey, une association citoyenne angolaise, a mis en place une plateforme pour récolter et diffuser les résultats de chaque bureau de vote en temps réel. Notre base de données sera alimentée par les personnes qui vont aller de bureau de vote en bureau de vote et elles seront nombreuses dans tout le pays pour prendre des photos, j'espère nettes, du procès verbal de chaque bureau de vote. Et ces procès-verbaux seront ensuite compilés au niveau central et publiés sur une plateforme qui sera disponible dès que les premiers résultats commenceront à arriver sur notre page jikuangola.org. Le principal parti d'opposition, l'UNITA, a de son côté appelé les électeurs à rester à proximité des bureaux de vote après avoir glissé leur bulletin dans l'urne. Une démarche critiquée par la Commission nationale électorale qui assure que toutes les conditions sont réunies pour garantir la transparence du scrutin. Les lois régissant le processus électoral en Angola sont suffisamment solides en termes de garantie pour que le processus électoral se déroule à l'abri de tels soupçons. Cela inclut l'existence de listes d'émargement, ainsi que la présence de représentants des différentes partis dans les bureaux de vote, qui sont en réalité des agents de contrôle au service des partis politiques. Selon la CNE, 1300 observateurs nationaux et internationaux seront déployés à travers le pays. Les bureaux de vote seront ouverts de 7h à 17h, heure locale. Voilà, Clément Bonneroux, notre envoyé spécial à Luanda. Il suivra pour nous cette élection et il sera aux côtés de Juliette Dubois. Le Soudan, toujours frappé par des pluies diluviennes. Le bilan fait état d'au moins 83 morts. Selon un rapport de l'ONU, environ 146 000 personnes ont été affectées depuis le début de la saison des pluies à travers le pays. Ce nombre, ainsi que celui des localités touchées, aurait doublé comparé à la même période l'année dernière. Je vous emmène à présent sur les routes du Niger. Elles sont de plus en plus désertées en raison de l'insécurité. Parmi les axes les plus dangereux, celui à la frontière avec le Nigeria. Dans la ville de Zinder, les commerçants traversaient régulièrement la frontière pour acheter des produits moins chers au Nigeria. Mais le terrorisme qui sévit de part et d'autre a tout paralysé. Reportage d'Harold Girard. Depuis plusieurs années et la montée de l'insécurité, les routes du Niger se sont vidées. Salifou Saleh loue habituellement ses véhicules et guide ses clients dans la région de Zinder, proche du Nigeria. Aujourd'hui, ces sorties sont bien plus rares qu'auparavant. S'il n'y avait pas cette insécurité, ça ne serait pas comme ça. En ce moment, ce ne sont que les projets humanitaires qui font tourner les transporteurs comme moi. Le commerce, en général, ne tient que grâce à ces projets. Sur cet axe qui mène au Nigeria, le Niger a obtenu des accords de financement de la Banque africaine de développement, près de 140 millions d'euros, principalement pour bitumer la chaussée sur 110 km. L'état actuel de la route multiplie les risques d'attaque ou de braquage. Rester coincé dans un de ces trous fait du conducteur une cible facile des deux côtés de la frontière.
La voiture qui doit aller chercher les produits au Nigeria ne peut pas aller chercher 10 tonnes d'un coup à cause de la route. Je suis obligé de transporter des tranches de 2 tonnes. Si la route s'améliore, je vous le dis, même l'insécurité va diminuer. Avant la multiplication des attaques dans le nord du Nigeria, Salifou faisait réparer ses véhicules dans le pays, un gain de temps et d'argent. De l'autre côté de la frontière, les pièces automobiles sont plus disponibles et moins chères qu'au Niger. À Zinder, comme dans tout le sud du pays, les garages dépendent eux aussi des aléas sécuritaires dans la région. Même les véhicules dont on commande les pièces, les bandits les braquent. Ils arrachent les affaires des gens, leur argent. Il y a vraiment un problème. C'est pour ça que les gens disent maintenant chercher des pièces automobiles uniquement là où ils sont. Ils prennent ce qu'ils peuvent et ils les montent. Dans le nord du Nigeria, Boko Haram, mais aussi d'autres groupes armés, ont provoqué la fermeture de la frontière avec le Niger à plusieurs reprises. La Côte d'Ivoire a pour projet de développer le tourisme mémoriel, précisément celui en lien avec la traite négrière. Les esclaves traversaient de nombreuses zones avant d'embarquer pour l'Amérique, les Antilles et les Caraïbes. En Afrique de l'Ouest, les pays côtiers ont tous une histoire liée à l'esclavage. Nos confrères de La Première, Nathalie Sarfati et Nordine Mensmaïl, se sont rendus dans un village ivoirien marqué par cette histoire. Reportage. Konga Nyanzé, à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan. Ce petit village est aujourd'hui un haut lieu de la mémoire de la traite négrière. Il a été répertorié grâce au travail de l'historien Aka Kwame, aujourd'hui accompagné du Martiniquais Georges Ravoteur. Dans la forêt, nous avons réussi à montrer et à faire voir à l'UNESCO qu'aucune zone côtière n'était à l'écart de la traite. Même là où on ne vend pas des hommes, on vend des vivres qui permettent à la traite de se dérouler. En 2017, les autorités ivoiriennes ont érigé une stèle pour rappeler que les captifs sont passés ici. Donc on est en train de la laver dans le bord d'or. Nos parents nous ont raconté que lorsqu'on envoie ces esclaves, ils étaient attachés, enchaînés. Et c'est ici qu'on les lave pour les rendre très propres, pour les rendre hommes. Il faut marcher quelques mètres pour apercevoir la rivière Bodo. Le cours d'eau aurait des vertus mystiques semblables à celles de l'arbre de l'oubli à Ouida, au Bénin. Parce qu'on pense que quand ils se lavent, ils ne se souviennent plus de leurs conditions antérieures. Et donc, c'est pour éviter souvent les révoltes. Nous connaissons l'histoire maintenant. Au bout de ce bain, on sent qu'il y a la porte du non-retour qui est toujours là. La porte du non-retour, elle est un peu partout, elle revient toujours. Alors on sait que la personne va quitter son pays pour aller vers les Amériques et puis que c'est fini. Direction Brimbo, à quelques kilomètres de Konga Nyanzé. La route des esclaves passerait ici. Pour la matérialiser, une balise est à l'entrée du village. Cela fait 28 ans que la Côte d'Ivoire est engagée dans le projet de l'UNESCO. Mais le processus est trop lent pour les villageois qui aimeraient profiter de ce tourisme mémoriel. On n'a pas les moyens pour pouvoir entretenir. Lorsqu'on va ouvrir les routes de l'esclave, on sera obligé d'ouvrir, de baliser, de faire en sorte que ce soit praticable. Cette route aurait vu passer des dizaines de milliers d'esclaves. Capturés au nord, ils étaient rassemblés à Tiassalé avant de descendre le fleuve Bandama jusqu'à Cap-Laou, premier port négrier de Côte d'Ivoire. À cet endroit, les négriers faisaient traverser dans de petites pirogues les captifs pour rejoindre une partie du fleuve plus navigable. C'est une histoire triste, c'est une histoire d'enlèvement de ses racines, etc. Mais c'est une histoire extraordinaire parce que regardez ce que nous sommes devenus. Nous ne sommes pas restés là à dire nous étions des esclaves. Au contraire, on a profité de ça, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de mieux. Et je pense que c'est une histoire, c'est une belle histoire. L'émotion gagne le Martiniquais. Venir finir sa vie en Côte d'Ivoire, en Afrique, sur la terre de ses ancêtres, trouve ici tout son sens.
Connaissez-vous les mangues d'Ismaïlia? Si ce n'est pas le cas, vous l'aurez peut-être bientôt dans votre assiette. Les autorités égyptiennes mettent le paquet pour les faire connaître et les exporter. Un festival a été organisé en l'honneur de ces mangues dans l'espoir de récolter de l'argent et investir davantage pour la production. Récit de Caroline Lamboli. Les organisateurs ont sorti les gros moyens. Ils mettent à l'honneur la mangue, produit phare du gouvernorat d'Ismaïlia en Égypte. Des motos Harley-Davidson, une fanfare ou encore un défilé à roller. Je suis fan des mangues, j'adore. Et quand j'ai entendu parler du festival, je suis venue directement. L'année dernière, les agriculteurs ont perdu 70% de leur récolte. Ces dernières années, la région d'Ismaïlia a connu des conditions climatiques compliquées. La récolte des mangues a été très faible, les prix élevés, mais on remercie Dieu car cet hiver, le froid a joué un rôle clé et a permis d'avoir une récolte importante. Face au changement climatique, les agriculteurs n'ont pas le choix. Ils doivent s'adapter. Il y a des années, le climat en Égypte était parfait pour la production des mangues. Maintenant, c'est en train de changer. Par exemple, on sort de l'hiver et on se retrouve directement en été et inversement. Et ça, c'est très mauvais pour la récolte des mangues. Mais avec plus de ventilation et un savant dosage d'engrais et de pesticides, il parvient à atténuer quelque peu ces changements. D'autres exploiteurs ont parié sur des variétés étrangères, moins sensibles selon eux. On a commencé à faire pousser des variétés qui ne sont pas autochtones, plus adaptées au climat actuel, comme les Crimson, les Naomi ou les Yasmina. Elles sont plus adaptées et peuvent supporter les températures élevées et le froid intense. Mais pas question d'abandonner les anciennes variétés. Avec leurs arbres plus grands, elles permettent de protéger ces nouveaux arbres fruitiers, plus trapus. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.